de l'économie russe, qui ne sont pas du tout ceux qu'on décrit dans la presse gauchiste française, hein, dans les médias de grand chemin, qui traitent en fait de problèmes qui ont disparu il y a déjà 10-15 ans, même pour certains. En revanche, il y a des vrais problèmes qui ne sont pas traités. Et là, il y en a un autre, donc je remercie d'ailleurs Olivier de l'avoir indiqué en me faisant suivre en fait le lien avec un canal russe qui traite des problèmes industriels. Donc, si vous aimez d'ailleurs les machines, la production industrielle, et que vous parlez russe, bien entendu, je vous conseille d'aller sur ce canal. Et là, en fait, le blogueur se rend dans une usine pour constater un gros problème de l'industrie métallurgique russe, c'est-à-dire la production des métaux à haute résistance, en fait. En ce qui concerne la production des métaux, on va dire, normaux, pour la Russie, il n'y a pas trop de problèmes. En revanche, pour certaines machines, eh bien, il faut des aciers à haute résistance et il s'avère que la qualité de ces aciers-là, lorsqu'elle est russe, eh bien, non seulement elle n'est pas à la hauteur, mais en plus qu'elle n'est pas forcément au meilleur marché que ce qui peut être importé. Le problème, c'est d'autant plus accru que jusqu'en 2022, eh bien, l'usine en question pouvait importer de l'acier de qualité de Suède. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et aujourd'hui, ils peuvent encore importer de Chine, bon marché, et de meilleure qualité. Donc déjà, ça revient un peu sur un mythe comme quoi les produits chinois sont tous de mauvaise qualité. Non, en fait, si on y met le prix, on peut trouver des choses de très bonne qualité. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette vidéo, c'est qu'on voit que les industriels prennent les moyens en fait, pour essayer d'améliorer la situation. D'ailleurs, ils font appel à des ingénieurs, des spécialistes qui analysent les problèmes qui sont liés à ces aciers-là, qui convoquent en fait les trois grands producteurs d'acier pour essayer d'améliorer la situation et on peut raisonnablement espérer que ça va s'arranger. Pourquoi ce problème est intéressant aussi, c'est que en fait aujourd'hui la Russie n'a plus le choix grâce aux sanctions. Et c'est encore une fois ces sanctions qui vont l'obliger à faire un gros effort. Sinon, eh bien, comme la Russie est un pays très riche, il est toujours plus pratique, plus rapide, quand on est un peu paresseux, eh bien, d'importer un acier de très bonne qualité de Suède et maintenant de Chine, alors que la Russie est largement capable de produire cet acier de qualité. Donc encore une fois, ça démontre que dans le plan de Vladimir Poutine de lancer l'opération militaire spéciale, il y avait, j'en suis sûr, la volonté d'être sanctionné par les Occidentaux pour pouvoir soi-même prendre des contre-sanctions et pour forcer, par la menace simplement de ne plus avoir d'approvisionnement, de devenir souverain dans absolument tous les domaines. Et ça, c'en est un excellent exemple. En tout cas, là, c'est un domaine que je vais suivre et on reviendra là-dessus. Et puis, on va continuer à parler des réels problèmes de l'économie russe. Et nous verrons bien d'ici un an déjà, je pense, comment elle s'en sera sortie dans des domaines comme l'aéronautique, l'automobile, les matières premières, l'acier, la transformation de ces matières premières. Deuxième information économique, cette fois ça concerne la France, ça concerne le génialissime Bruno Le Maire qui a insisté auprès des Chinois pour qu'ils viennent davantage investir en France. Et évidemment, les Chinois demandent des garanties. Et c'est là où on voit qu'il y a une espèce de complète déconnexion du réel. Comment est-ce que Bruno Le Maire, en sanctionnant la Russie avec des déclarations initiales qu'il avait faites, où il disait qu'il voulait détruire l'économie russe, comment le régime d'Emmanuel Macron peut-il prétendre attirer des investisseurs étrangers, que ce soit pour acheter les bons du Trésor français, que ce soit pour investir dans son économie, alors que le régime d'Emmanuel Macron a gelé, je crois, 22 milliards d'euros ou de dollars des investissements russes en France. Donc évidemment, tout ça, il va falloir en sortir, il va falloir que le régime macroniste atterrisse, retourne au réel, parce que la situation en France est particulièrement grave. Si l'hiver n'est pas aussi clément que celui de l'année dernière, ça va même être très très grave. Il y a peut-être un espoir que les gouvernements européens aient fini par comprendre la gravité pour leurs propres économies des sanctions qui ont été prises contre la Russie et de cette politique des sanctions en général. J'en veux pour preuve 2 articles qui sont sortis comme d'habitude dans la presse anglo-saxonne. Il ne faut pas espérer trouver des choses comme ça dans la presse française, notamment dans Foreign Policy, qui est l'organe des affaires du secrétariat d'État aux affaires étrangères américain, et qui critique les sanctions en expliquant que bien ça pousse les pays sanctionnés à s'adapter, c'est le cas de la Russie, et que finalement même des pays qui vivent sous la domination américaine, comme par exemple la France, qui parlait de faire du commerce en yuan,
peuvent finir par se tourner vers les solutions plus compétitives proposées par ces pays, encore une fois, qui doivent combattre les sanctions. Et à côté de ça, dans un autre article, on apprend que la confiscation, c'est-à-dire en fait le vol des actifs russes, des parties des réserves de change russes qui étaient placées à l'étranger, s'avère quasiment impossible, sauf à décourager définitivement les investisseurs étrangers à investir en France, en Allemagne ou ailleurs. Donc on est peut-être à un moment clé où après 1 an et demi, Bruno Le Maire, Emmanuel Macron commencent à comprendre le cercle vicieux des sanctions. Que non seulement ça permet à la Russie de moderniser son économie, mais qu'à côté de ça, ça détruit tout simplement l'économie française et ça détruit la confiance que peuvent avoir les investisseurs dans notre économie. Dernière nouvelle, puisqu'on parle également de confiance dans l'économie, on a appris que l'agence Fitch a abaissé la note des États-Unis, donc c'est la deuxième grande agence de notation à le faire. Je crois que Moody's, pour l'instant, ne l'a pas encore fait, mais il est fort probable que ça finisse par arriver. Je rappelle que la France aussi a eu sa note baissée. Alors pour les États-Unis, c'est pas critique, mais simplement on peut considérer que c'est un thermomètre, puisque ça montre que l'économie américaine a des difficultés, et cela doit prendre évidemment en compte le fait que le financement de ces dettes colossales était fait grâce à l'impression de dollars et au fait que tout le monde avait besoin de dollars pour le commerce international, ce qui est de moins en moins le cas, encore une fois, à cause des sanctions. Donc rien de grave pour l'instant pour les États-Unis, mais un signal qui, à mon avis, doit tout de même être pris en compte rapidement par Washington. Passons maintenant aux nouvelles politico-diplomatiques, et je voudrais commencer par évoquer une déclaration de Nicolas Patrouchev. Donc Nicolas Patrouchev, c'est un proche de Vladimir Poutine, il lui a succédé à la tête du FSB en 1999, et aujourd'hui il est secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement influent, d'extrêmement bien renseigné, et il a fait plusieurs déclarations. Une première déclaration qui va dans le sens de ce que nous disons, c'est-à-dire qu'il estime que la défaite de l'OTAN par la Russie va changer le paradigme, et que la défaite militaire de l'OTAN aura des conséquences politiques. Alors c'est l'espoir que je nourris depuis longtemps, je l'ai déjà dit dans plusieurs interviews que j'ai données récemment, c'est que l'OTAN est une mauvaise alliance militaire, mais une très bonne alliance politique, puisque ça permet vraiment à l'hégémon nord-américain de s'exercer sur tous les pays européens qui sont des esclaves volontaires, on l'a souvent dit, mais même si c'est avant tout une structure politique, le fait qu'officiellement ce soit une alliance militaire, si cette alliance militaire perd la guerre contre la Russie, ça peut avoir des conséquences, ça peut faire douter les régimes que Washington a plus ou moins mis en place en Europe, et surtout faire douter les peuples, notamment j'espère le peuple français qui finira bien par se réveiller et leur permettre de reprendre leur liberté. Donc ce changement de paradigme a été observé par Nicolas Patrouchev et ça c'est une bonne chose. Et l'autre point qu'il a évoqué qui est extrêmement important à mon avis, ce sont les trafics d'organes qui ont été mis en place par le régime kievien avec la bénédiction des services secrets occidentaux, donc qui vise à récupérer les organes des soldats ukrainiens ou même pourquoi pas des soldats russes, et également on en parle de plus en plus dans les médias russes, c'est le trafic d'enfants, notamment le trafic d'organes d'enfants. L'Ukraine étant devenue une zone de non-droit, sauf bien sûr la partie qui a été réunifiée par la Russie, on peut y faire ce qu'on veut, et ça rappelle énormément ce qu'on a connu en ex-Yougoslavie, notamment au Kosovo, où il y avait eu cette fameuse maison jaune qui avait bien fait rigoler Bernard Kouchner, où les Serbes étaient dépecés pour que leurs organes soient vendus. Tout ça, bien sûr, fait par la mafia albanaise avec la bénédiction des Occidentaux. Donc voilà, 2 points importants de Nicolas Patrouchev qui valaient la peine d'être soulignés. Je me demandais dans mon dernier bulletin où était Prigojine, on l'a su quasiment le jour où je l'ai publié. Il est à Saint-Pétersbourg. Il n'était pas aux formes de Saint-Pétersbourg, mais visiblement, il a rencontré certains de ses clients africains. Donc ça laisse entendre que si Prigojine a perdu le contrôle de Wagner en Russie, rappelons que les troupes de Wagner ont été intégrées dans leur majorité dans l'armée russe, si une partie de ces troupes sont parties en Biélorussie, la partie africaine, pour le coup, pourrait rester sous le contrôle de Prigojine. Mais ce n'est bien sûr qu'une hypothèse. En revanche, ce qu'on peut affirmer, c'est que concernant la Russie, concernant la situation sur le front, l'affaire Prigojine est terminée et je dois dire que c'est plutôt satisfaisant de ne plus entendre ces analyses péremptoires sur la situation sur le front qui, encore une fois, et on le verra dans la carte militaire,
est plutôt bonne pour la Russie. Parlons un peu maintenant de l'Afrique et du forum Russie-Afrique, donc qui s'est tenu la semaine dernière. Alors, je tournerai pour Russia Today mercredi prochain une émission qui parlera effectivement du forum Russie-Afrique, donc quelque chose de vraiment complet. Donc là, je vais juste faire quelques remarques, parce que j'ai pu m'entretenir avec des gens qui avaient participé, notamment qui avaient participé en 2019. En 2019, j'y étais, là, je n'y suis finalement pas allé. La personne avec qui j'en ai parlé, d'ailleurs Marc, je te remercie, a souligné deux choses qui m'ont paru importantes. La première chose, c'est que c'était un forum beaucoup plus orienté business, et avec notamment un effort qui avait été fait par les grosses sociétés russes, notamment Novatek, qui est le partenaire de Total dans l'exploitation du gaz en Arctique notamment, qui avait vraiment fait des stands de qualité, donc qui est une manière aussi de montrer que le partenariat avec les pays africains était quelque chose d'important pour elles. Donc ça, c'est quelque chose de positif, donc très, très orienté business, un peu plus petit en taille que ce qu'on avait connu à Sochi. Et le deuxième point, c'est que c'est un succès dans le sens où malgré les pressions impressionnantes qui avaient été exercées, d'ailleurs le ministère des Affaires étrangères russe en avait parlé, sur les participants, les plus importants étaient là. Il y avait bien sûr Sisi, l'Égyptien, il y avait l'Algérie, mais l'Algérie avait été déjà mise à l'honneur au Forum économique de Saint-Pétersbourg. Il y avait également l'Afrique du Sud, donc ces présidents-là étaient là, et comme me l'a souligné donc Marc, ce qui était important aussi, c'est que le président Biya, le président camerounais, était là, alors qu'il n'était pas là à Sochi. Et que, à l'époque, à Sochi, donc en 2019, la situation était beaucoup moins tendue entre la France et la Russie qu'elle ne peut l'être aujourd'hui. À l'époque, toujours, Emmanuel Macron avait envoyé le Drian de service pour obtenir du président Biya, donc le président camerounais, qu'il n'y aille pas. Et donc on peut imaginer que le même genre de pression a été exercé cette fois, sauf que là le président Biya est venu. Donc cela confirme ce qu'on a déjà pu constater à plusieurs reprises, c'est-à-dire une baisse de l'influence de la France en Afrique, baisse que l'on ne peut malheureusement que constater, et d'ailleurs la Russie n'y est pour rien. Déjà la Russie n'est pas le pays le plus présent en Afrique, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est la Turquie qui sont extrêmement présents. Et la France a de moins en moins d'impact, déjà parce que la France est pauvre, donc elle a de moins en moins les moyens d'investir en Afrique. Ensuite, il y a une autre raison aussi, c'est que cette arrogance, héritée de Jules Ferry, le droit et les devoirs des races supérieures vis-à-vis des races inférieures, je le rappelle, qui a fait que cette mentalité a été prolongée dans les élites françaises qui sont toutes héritières de la gauche de gambettistes, Jules Ferristes. C'est le catastrophique discours de Dakar de Nicolas Sarkozy. C'est la manière dont Emmanuel Macron, on l'a souvent dit en 2017, s'est moqué du président d'alors du Burkina Faso. C'est toujours cette manière de considérer, comme Jules Ferry, que c'est les élites françaises qui doivent expliquer aux Africains ce qu'ils doivent faire. Et on le voit avec ce qui se passe au Niger. Alors, je n'ai pas encore les idées claires sur ce qui se passe au Niger, donc j'en parlerai pas aujourd'hui dans le détail. Je ne suis pas un spécialiste de l'Afrique, encore une fois. Je pense que je connais bien la relation entre la Russie et les pays africains, mais après, sur les problèmes vraiment internes à l'Afrique, il vaut mieux s'adresser à des gens comme Bernard Lugan, qui en plus avait annoncé que le Niger serait le prochain sur la liste. Mais ce qui était, encore une fois, étonnant, qui montre que la gauche française, le gauchisme macroniste n'a rien compris, c'est que le seul commentaire à faire sur ce qui se passe au Niger, c'est de dire qu'on espère que tout va s'arranger, que la France veut rester un partenaire sérieux et fiable du Niger, mais que les choses qui se passent à l'intérieur du Niger concernent les habitants du Niger, et surtout pas les élites gauchistes françaises. D'autant plus que, il faut quand même le rappeler, Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017 suite à un putsch, à un véritable coup d'État médiatico-judiciaire contre celui qui aurait dû être, et qui devait être d'ailleurs jusqu'en décembre 2016 facilement élu, qui était François Fillon. Donc c'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir. S'imaginer que les Africains ne voient pas qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir par un coup d'État, que l'élection de Joe Biden est tout simplement une énorme blague, il faut vraiment les prendre pour des idiots. Et je pense que d'ailleurs c'est ce qui se passe. Et cette arrogance explique évidemment la baisse d'influence de la France sur le continent africain. Puisqu'on parle d'ailleurs de dignité, j'ai été extrêmement impressionné par le président donc de la transition au Burkina Faso,
le pays des hommes intègres. Et là, on a pu encore une fois le constater. Ça fait 2 fois qu'un Burkinabé m'impressionne. Le premier, c'était un prêtre, il n'est pas connu. Et le second, c'est ce président qui parle avec beaucoup de dignité, de fierté, de solidité, rien à voir avec... il suffit de le mettre, de le comparer avec Emmanuel Macron, on voit tout de suite la différence. C'est vraiment quelqu'un de sérieux. Il avait fait une intervention très remarquée lors du forum de Saint-Pétersbourg, donc en présence de Vladimir Poutine. Et là, je vous recommande d'aller voir l'interview qui a été faite par notre ami Antoine Clairaut, donc pour Russia Today en français. Donc si vous voulez le voir, il faut aller sur la chaîne Odyssée de Russia Today, donc qui est bloquée en France. Les Suisses, les Belges, les Africains, vous pouvez y aller. Mais pour les Français, il faut un VPN. Je vous rappelle qu'on a un accord avec Planète VPN. Donc voilà, allez-y, allez écouter et vous verrez qu'il est vraiment impressionnant. En plus, c'est un capitaine, donc c'est forcément quelqu'un de remarquable. Ce que j'ai bien aimé à la fin de l'interview, c'est qu'il parle de la dignité nécessaire pour les populations africaines, pour la population burkinabé, dans le sens où ils ne veulent pas de la mendicité. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir produire eux-mêmes, transformer eux-mêmes les matières premières, notamment agricoles, qui sont leurs ressources. Et c'est ça aussi qu'à mon avis, Emmanuel Macron ne peut pas comprendre, de la manière qu'il n'avait pas compris que les gilets jaunes ne descendaient pas dans la rue pour demander de l'argent. Ils descendaient dans la rue pour pouvoir continuer à travailler et à vivre dignement de leur travail. Cette dignité, en fait, qui est plus importante même que l'argent. Mais évidemment, pour un bourgeois gauchiste matérialiste comme Macron, ça lui dit rien. Il ne peut pas comprendre, pas plus le discours d'un Ibrahim Traoré que le discours des Gilets jaunes, canal historique, jusqu'au mois de janvier 2019. Je vous renvoie au livre de mon ami Yannick Jaffré pour l'honneur des Gilets jaunes. Voilà un peu quelques considérations sur l'Afrique. Encore une fois, on est en train de préparer une belle émission pour l'échiquier mondial, donc sur Russia Today.